Bon, on va pouvoir commencer. D'abord, je voudrais vous remercier parce que je crois que vous êtes libéré rapidement. Donc, merci beaucoup. Euh, et donc, moi, je vais me présenter. Je suis Stéphane Peu, donc je préside cette mission. Je suis député de la Seine-Saint-Denis, de la deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Et j'ai été, avant d'être député en 2017, enfin je suis toujours d'ailleurs, plus de 20, enfin depuis élu local pendant une vingtaine d'années, un peu plus. À Saint-Denis et sur le territoire de Plaine Commune pour ceux qui connaissent. Mais en principe, c'est connu des agences d'urbanisme. Voilà. Donc, avec mon collègue, mon collègue Michael Cosson, j'ai voulu faire trop vite parce qu'on est en retard. Enfin bon, c'est un peu mon Michael quand même. Mais avec mon collègue Michael Cosson, qui est rapporteur, qui se présentera, nous avons engagé cette mission qui nous a été confiée par la présidence de l'Assemblée avec l'ambition de se donner du temps sur un sujet complexe qui recoupe beaucoup d'aspects. Quand on parle du logement tel qu'on l'a intitulé dans cette mission, à la fois le logement, sa production, sa réhabilitation, sa rénovation, le parcours résidentiel, enfin bref, on est sur un spectre assez large. Et donc, on a voulu se donner du temps, d'abord parce que le logement a été relativement absent des débats publics nationaux ces dernières années et qu'il y a quelques lois qui sont annoncées. Une qui va intervenir, dont le calendrier a été accéléré, qui va intervenir très prochainement en débat à l'Assemblée mais qui est très pointu et qui consiste à réguler le marché des meublés touristiques. Donc ça vient la semaine prochaine. Enfin, ça viendra en séance début décembre, mais enfin, ça vient en commission la semaine prochaine. Voilà, il y en a, et il y a une loi qui a été annoncée par le ministre et par le président de la République, une loi un peu plus, une loi cadre, disons, sur le logement, qui devra intervenir à la fin du semestre 2024, normalement, si le calendrier annoncé par le président et le ministre est bien respecté. Et donc, c'est un peu dans le cadre de la préparation de cette loi que s'inscrit notre mission. C'est pour ça qu'on se donne un peu de temps. On a démarré il y a maintenant 2 mois et on veut finaliser nos travaux février-mars de façon à ce qu'on puisse, que les travaux de notre mission parlementaire puissent alimenter cette loi cadre sur le logement, même si elle aura un volet très axé sur la décentralisation. C'est une loi qui est censée, enfin en tout cas dans les intentions telles qu'elles sont formulées aujourd'hui par le gouvernement, qui est une loi censée recouvrir plusieurs, plusieurs aspects du logement, les aspects fiscaux, les aspects... Bon, là, dans le cadre de la loi de finances, bon, on a du coup été un peu coupé dans notre élan parce que je ne vais pas rentrer ici dans le débat, mais enfin le 49.3 fait que le volet logement n'a pas été discuté pleinement. Donc les amendements n'ont pas non plus été défendus ni débattus. Donc bon, voilà. Donc on va pour l'instant se mobiliser sur la loi sur les meublés et touristiques, et puis nous on va s'attacher à ce que cette mission puisse faire des propositions et qui, je l'espère, pourront pour certaines être retenues sur tous les aspects, comment produire, comment construire davantage, comment rénover, comment aménager le territoire. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on était très intéressés par avoir le point de vue des agences d'urbanisme parce que ben, vous êtes un peu lié à ce qu'on peut appeler la matière première du logement dans ce pays, c'est-à-dire l'aménagement,
et la génération de foncier, etc., etc. Voilà, on a dû vous envoyer un questionnaire. Alors, c'est un questionnaire qui est un questionnaire type, donc bien évidemment, il faut se sentir très à l'aise avec ce questionnaire. Il y a des sujets sur lesquels, je pense, vous ne vous sentez pas forcément hyper compétent, mais c'est le cas pour tous nos interlocuteurs. Mais n'hésitez pas, sur la base de ce Canva, à essayer d'apporter vos éléments. Ce qu'on vous propose, avant que je laisse la parole à Michael Cosson, ce que je vous propose, c'est que on vous laisse, après vous être présenté, tenir un propos liminaire, et puis qu'on ait un jeu de questions-réponses assez simple et non formel. Voilà. Alors j'accueille un collègue, alors il y a le président et le rapporteur, on a un collègue député du Var, voilà, qui est là, qui pourra se présenter après Michael Cosson. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'avoir répondu présent à cette audition. Donc je vais me présenter, Michael Cosson, donc député des Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc précisément, première circonscription des Côtes-d'Armor. Auparavant, alors je n'ai pas exercé un rôle d'élu local depuis autant d'années que mon voisin. Moi, j'ai été maire depuis 2014 pour une commune de 3500 habitants au sein de l'agglomération de Saint-Brieuc qui est composée de 150 000 habitants, donc loi SRU et autres. Et auparavant, j'ai exercé au sein de la DDTM sur les sujets qui peuvent être justement d'abord le logement social. Ensuite, j'ai fait de la conduite d'opération, puis ensuite été responsable d'un pôle d'instruction ADS pendant 9 ans pour 62 communes. Et puis après, j'ai glissé sur la planification pendant 5 ans avant de pouvoir voler de mes propres ailes, dirons-nous, pour tous ces sujets qui m'intéressent. Et effectivement, la mission qui nous est confiée, c'est de pouvoir traiter le parcours résidentiel, faire en sorte que eh bien, le logement, on le place d'un point de vue aménagement, pas d'un point de vue déconnecté, car lorsqu'on a besoin d'un logement, c'est soit parce qu'on a besoin d'aller étudier sur ce territoire, d'aller travailler, ou tout simplement de pouvoir vieillir avec toutes les commodités qu'on peut attendre en fonction de son âge. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir eh bien, répondre à ces différentes étapes de sa vie, sans avoir à ces différentes étapes un problème de logement, comme ça peut être le cas souvent dont on entend parler. Donc on sait qu'on a une conjoncture qui renforce tous ces blocages à ces différentes étapes, et comment faire en sorte que bien, à travers cette caisse à outils que nous allons devoir constituer, permettre à nos territoires de s'en emparer et faire en sorte qu'ils puissent répondre aux attentes de la population, qui est de se loger à chaque étape de sa vie, en fonction de ses bourses également, et de pouvoir ainsi avoir ce parcours résidentiel qui aujourd'hui est devenu assez chaotique. Et comment faire pour que tous ces acteurs qui gravitent autour de la construction ou du logement puissent disposer des outils nécessaires pour répondre au mieux aux besoins, sans avoir des objectifs inatteignables, comme ça a pu être le cas depuis quelques décennies, et qui font que cette situation qu'on connaît aujourd'hui, elle est due aussi à un passif. Et donc comment faire en sorte qu'on puisse rattraper ce retard, tout en ayant une question d'harmonie de notre territoire. Et on sait qu'on a déroulé du tissu urbain pendant quelques années. Maintenant, il va falloir travailler sur la dentelle. Maintenant qu'on sait qu'on a le ZAN qui pointe son nez, comment on fait pour que justement on ait un développement harmonieux, que ces friches deviennent des ressources, que derrière on ait une optimisation de nos espaces, tout en ayant un cadre de vie qui ne soit pas dégradé. C'est aussi là tout l'enjeu. Donc très intéressé par ce que vous pourrez nous en dire à travers vos travaux, vos études et vos réflexions. Merci. Peut-être Monsieur Lotio, en 2 mots. Et par ailleurs, il y a des collaborateurs parlementaires. Oui, bonjour. Philippe Lotio, député du Var. Je vous remercie. C'est vrai que cette mission est importante. Moi, j'avais participé aussi à la mission avant rapportée par le député de Courson-la-Baronne sur le logement également. Mes interrogations, moi j'étais auparavant fonctionnaire directeur général des services de communes et de communautés d'agglomération, et je vois surtout en zone littorale les problématiques qu'on a pour loger les actifs déjà, parce
parce qu'on parle aussi de logements sociaux, mais il y a aussi le problème du logement des actifs, le problème du logement des saisonniers, sur des zones littorales, parce que je suis sur le golfe de Saint-Tropez notamment, etc. Et puis la question qui préoccupe aussi, c'est la question structurelle et aussi des questions conjoncturelles, qui est la crise du logement telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une crise à la fois qui peut avoir des conséquences sociales lourdes et également économiques, puisque vous commencez à voir, évidemment, vous savez mieux que moi, les entreprises du bâtiment, etc., avec des nombres de salariés non neutres qui s'inquiètent beaucoup de rien avoir aujourd'hui et de rien avoir dans les tuyaux, surtout pour les 2 ans à venir. On sait que tout ça est long à la détente. Voilà. Ok, merci. Bon, on vous laisse la parole. Je ne sais pas dans quel ordre. Merci, Monsieur le Président, messieurs les députés, de nous avoir auditionnés, nous avoir fait cette proposition. Alors, dans les délais, nous n'avons pas eu le temps de mobiliser des élus du réseau, mais je pense que si vous le souhaitez, dans un deuxième temps, on peut envisager de le faire, puisque l'AFNO, c'est un réseau d'élus, présidents d'agences. Alors, vous êtes dans des territoires où vous connaissez des agences, et puis c'est aussi un réseau de professionnels. Donc, je suis déléguée générale de la Fédération des agences d'urbanisme. Karine Hurel est déléguée adjointe. Et puis, on a tenu à avoir des témoignages de terrain d'agences. Alors, on a pu mobiliser des agences franciliennes. Et Stéphanie Jonquel, qui est directrice des études de l'habitat à la Pure, est présente, et puis Anne-Claire Davy, qui est chargée de mission Habitat à l'Institut Paris Région. Donc, vous pourrez avoir quelques zooms ou poser des questions précises, notamment sur ces questions franciliennes. Peut-être, si vous en êtes d'accord, on peut avoir un petit propos liminaire un peu général. On a essayé de répondre aussi à votre questionnaire. Alors, effectivement, il y a des sujets sur lesquels on est plus armé que d'autres. Et puis, on vous transmettra une note détaillée à l'issue de l'audition. Et puis, ça nous laisse un peu de temps. On avait pensé que votre calendrier était plus resserré, et avec éventuellement des exemples à l'appui. Alors, c'est vrai que le logement et les manières d'habiter, c'est vrai, et le logement abordable, c'est vraiment une question qui concerne tous les citoyens, qui est donc très sensible pour vous, élus. Au niveau des agences, en lien avec nos missions, donc les agences sont des outils d'ingénierie mutualisés entre les collectivités, mais aussi l'État, dont les missions sont données par la loi. On pense qu'il y a un énorme travail à faire d'observation pour pouvoir décider et estimer assez finement les besoins dans chaque territoire. Et on sait que ça fait débat, cette estimation des besoins. Et le faire de manière sans doute quantitative, mais aussi qualitative, parce que les besoins sont à appréhender en fonction des parcours résidentiels, à la fois des ménages et aussi au sein des territoires. Donc, on est assez persuadé, un peu en socle, qu'une observation fine, locale, mais aussi consolidée au niveau national, est indispensable, et que pour ce faire, il est intéressant notamment d'accompagner les outils qui ont été mis en place par la loi Climat et Résilience des observatoires de l'habitat et du foncier, mais aussi un certain nombre d'autres dispositifs de connaissances plus thématiques, par exemple les observatoires des loyers. Là, on est vraiment dans le métier des agences, puisque ce sont des travaux que l'on conduit et qui font partie des missions données aux agences, qui ne sont pas présentes sur tout le territoire, mais les questions de politique de l'habitat sont quand même un cœur de métier des agences d'urbanisme. Ce qui nous paraît important aussi, c'est vraiment de travailler sur l'articulation des différents segments du parc. On aborde souvent l'habitat public, social, et l'habitat privé de manière un peu cloisonnée.
Et en fait, on est dans un système qui est extrêmement lié. Et actuellement, s'il y a un blocage, c'est parce que un peu tous les segments sont bloqués. Donc, pour fluidifier le marché du logement ou la construction ou la production de logements, il y a vraiment un enjeu à articuler ces différents segments entre eux, puisque ce sont eux qui permettent les parcours résidentiels. Et on va sans doute insister sur la nécessité de bien comprendre ces parcours résidentiels, du locatif à l'accession, ou dans des dispositifs un peu plus complexes aussi entre des territoires. Et puis, souvent dans la programmation, on s'intéresse à la construction et à la construction neuve, ou souvent que la construction dans certains territoires, que la construction de logements sociaux. Et avec toute la transformation des modèles d'habiter, on pense vraiment qu'il faut aborder toute la transformation des parcs existants, parce que les gisements de logements résident en grande partie dans le déjà là. Et donc, nos deux expertes des agences d'urbanisme vont témoigner notamment d'études fines pour voir comment mobiliser ces gisements de logements qui sont sous-utilisés. Et puis, un autre enjeu qui nous paraît important et auquel sont confrontés les élus locaux, c'est l'impression d'injonction contradictoire entre la nécessité de construire du logement ou de produire du logement et les enjeux de transition écologique. Et vous avez noté notamment la question de la mise en œuvre du ZAN, sur lequel les agences d'urbanisme ont beaucoup travaillé, et qui pose des questions de changement vraiment de modèle d'aménagement, de modèle économique de la production du logement, puisqu'on est sur du foncier plus cher, enfin, on y reviendra, plus complexe, plus long. Donc, par rapport à cet enjeu, on préconise vraiment que les territoires puissent se doter de stratégies de sobriété foncière et qui, avec pour objectif de pouvoir produire du logement. Et aussi, il y a un point un peu particulier sur lequel le réseau a travaillé et qui suscite un certain nombre d'inquiétudes chez les élus locaux, c'est le risque de sortie du parc des logements EFG, et donc de la manière d'anticiper, d'accompagner cette transformation nécessaire, mais qui peut avoir des impacts, et notamment sur des publics un peu fragiles, et qui est particulièrement sensible à l'échelle francilienne. Et puis, sur les enjeux de la loi sur laquelle vous allez plus spécifiquement travailler, porte beaucoup sur les enjeux de gouvernance. Donc, nous pensons que ce sont vraiment les EPCI qui sont au cœur des politiques du logement et en tant qu'autorité organisatrice de l'habitat, avec sans doute des compétences nouvelles qui pourront être dédiées. Néanmoins, il nous paraît très important que l'État reste un vrai garant de l'égalité dans les territoires, à la fois pour la mise en œuvre des lois existantes, pour les moyens aussi qui peuvent être affectés. Et sans doute, comme le paysage de gouvernance du logement est complexe, hein, les communes sont des acteurs de premier plan parce que ce sont elles qui portent les projets, les départements interviennent aussi, les régions aussi, notamment de manière assez massive à travers la réhabilitation énergétique. Sans doute faut-il prévoir un mode de travail contractuel entre ces différents échelons pour avoir une visibilité et une continuité dans le temps. Voilà, de manière vraiment préliminaire. Et pour terminer sur la question des agences, c'est vrai que l'habitat, les politiques de planification sont au cœur de nos métiers, la connaissance, l'accompagnement des SCOT, des PLU, des PLH, mais aussi les stratégies foncières ont une approche plus fine parce que les politiques du logement sont sans doute beaucoup plus à rapprocher des politiques d'aménagement de manière plus
plus intégrée et de transition aussi. Et les agences souhaitent prendre toute leur place dans cette démarche et ce défi qui est quand même très important. Peut-être voulez-vous qu'on rentre dans les questions par rapport à votre questionnaire, ce sera plus facile pour... donc, j'ai pas mal évoqué la question de la gouvernance et de la décentralisation avec le PCI et le bassin de vie qui nous paraît être l'échelle vraiment de référence. C'est là où se joue l'essentiel des stratégies résidentielles. Vous avez posé la question de la difficulté de production du logement social depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a plusieurs facteurs explicatifs, notamment cette difficulté d'accès au foncier, qui est plus rare, plus cher, et de complexité de mobilisation. Et c'est vrai que la priorité à donner au renouvellement urbain, qui est nécessaire et urgente, donne en corollaire quand même une grande difficulté à sortir des opérations. C'est un travail beaucoup plus dans la dentelle, donc plus long, plus complexe. Et on sait aussi que il peut y avoir une certaine frilosité de certains élus maires. L'adage maire bâtisseur, maire battu est quand même quelque chose qui peut freiner certains projets. Je vais continuer peut-être sur le foncier et le ZAN, et puis après, je laisserai la parole à nos deux expertes franciliennes pour faire des témoignages plus précis. Alors, sur le foncier, il y a vraiment un enjeu de notre point de vue à accompagner toutes les collectivités dans des stratégies foncières qui identifient les gisements cachés d'intensification urbaine. Dans les centres, ça peut être des surélévations, la mobilisation de bâtis vacants, les enjeux de réduction de la vacance, le gisement des résidences secondaires. Il y a tout un gisement, sans doute, de logements déjà là, potentiellement à mobiliser. Et qui appelle des politiques très intégrées entre politique du logement et politique d'aménagement, qui souvent dans les collectivités locales ne relèvent pas obligatoirement des mêmes élus référents, des mêmes acteurs, des mêmes services. Donc on est plutôt favorable à ce que se développent les PLU qui permettent les arbitrages au sein d'une même démarche dans le projet de territoire. Et puis, je propose peut-être, si vous en êtes d'accord, parce que l'APUR et l'Institut Paris Région ont conduit récemment des études plus fines justement sur ces gisements potentiels de logement, alors soit de sous-occupation ou au contraire les enjeux de suroccupation. Alors je ne sais pas qui veut commencer, mais si vous en êtes d'accord, on vous propose un petit zoom sur ces questions. C'était des éléments. Nous avons préparé quelques éléments issus des travaux de l'APUR sur la mobilisation du parc existant pour montrer le gisement qu'on peut trouver dans le parc existant pour récupérer en quelque sorte des résidences principales pour loger des ménages et optimiser les mètres carrés bâtis déjà là, comme le disait Madame Bariol tout à l'heure. Donc, en réponse à votre volet de questions 9 à 12 sur la mobilisation du parc, vous posez la question des meublés de tourisme. Et effectivement, les meublés de tourisme prélèvent des logements qui ne bénéficient pas au logement des ménages, à loger des ménages à l'année, à loger des actifs. Et ça participe d'une manière générale à l'augmentation de ce qu'on appelle les logements inoccupés. Pour vous donner un témoignage parisien, selon les dernières données du recensement, 19%
des logements parisiens ne sont pas occupés à l'année par un ménage qui du coup, travaille dans le territoire et qui est présent dans le territoire. C'était 14% seulement en 2011. C'est dire que la pente est forte. Ça représente 262 000 logements inoccupés à Paris. Et ce qui nous a fait conduire une étude sur le sujet, c'est que cette augmentation de l'inoccupation, bien, elle gomme les efforts de construction, qui, comme vous le savez, dans un territoire déjà dense, sont complexes, coûteux. Et depuis 50 ans, Paris n'a jamais eu autant de logements, mais jamais aussi peu de résidences principales. C'est donc dire la difficulté. Et alors, c'est un témoignage parisien, mais cette augmentation de l'inoccupation, elle touche vos territoires, des Côtes-d'Armor, du Var, et en particulier les zones tendues et nombre de villes touristiques de bord de mer ou de montagne. Ce qu'on voulait vous dire, parce qu'après, ça permet de dégager des leviers d'action, c'est qu'on distingue 3 types d'inoccupation. Tout d'abord, les logements vacants, qui sont plutôt stables à Paris en nombre, mais il y en a 128 000. Les résidences secondaires, qui sont en forte augmentation si on regarde les choses sur le long terme, ce qu'on ne prend pas toujours le temps de faire, mais depuis 50 ans, on a eu une très forte augmentation du nombre de résidences secondaires en lien avec le développement de la multipropriété. Et donc, on a 134 000 résidences secondaires à Paris. Et puis, on a des locations meublées touristiques de type Airbnb, HomeAway ou Abritel. Et ça, c'est un boom qui existe depuis 2010 à peu près. 55 000 annonces sur le seul site d'Airbnb pour Paris. Paris est la première ville qui est présente sur le site d'Airbnb. Et on estime que c'est environ 20 000 logements qui sont détournés de leur usage à l'année. Parce qu'évidemment, mettre sur son logement sur la plateforme pour une location de quelques jours, ça ne pose pas nécessairement problème. C'est quand le logement est toute l'année consacré à recevoir des touristes que ça pose problème. Et dans votre question, il y avait une deuxième partie qui était est-ce qu'on peut... donc oui, ça prélève de la substance de résidence principale. Et oui, on pourrait probablement aller plus loin en termes de régulation. Beaucoup a été fait depuis 2010, depuis l'apparition du phénomène, même si les pouvoirs publics ont eu un peu de mal à s'adapter à la réponse de cette nouvelle offre qui est souvent présentée par les acteurs du milieu comme très utile pour diversifier l'offre d'hébergement utile à des familles et autres. Mais dans les faits, on voit qu'elle a aussi beaucoup d'effets négatifs, l'augmentation de cette offre. Donc, il y a différents leviers qui pourraient être actionnés, notamment le fait d'abaisser le seuil de location de 120 jours possible dans l'année. Peut-être que ça pourrait être moins, et ça créerait moins de flou entre les locations très occasionnelles et les logements qui sont à l'année mobilisés pour faire de la location meublée touristique. Il y a tout un pan de mesures qui permettraient de faciliter les contrôles pour les communes et les EPCI qui ont mis en place des dispositifs de régulation. C'est très difficile de contrôler parce que ces services doivent faire la preuve de l'usage du bien en tant que logement au 1er janvier 1970. Donc, autrement dit, c'est quand même un petit peu des travaux d'archéologie parfois pour prouver l'usage du logement au 1er janvier 1970. Et puis, il y a le levier fiscal que vous avez bien en tête et qui fait que de manière assez injuste ou en tout cas à rebours des problèmes actuels, il est plus avantageux de louer en location meublée touristique de courte durée que de louer en location nue. Et ça, il faut revenir là-dessus, c'est sûr. Récemment, il y a eu un rabotage de niche fiscale sur le meublé de tourisme classé, mais les locations meublées touristiques ne sont pas des meublés de tourisme classés, donc c'est pas suffisant et il faut réaligner la fiscalité pour qu'il n'y ait pas un avantage aussi important par rapport à la location nue. Et puis, toujours en lien avec la fiscalité, peut-être faut-il laisser plus de marge de manœuvre aux collectivités, donc les EPCI peut-être, les communes, ça dépend des situations, mais pour fixer leur taxe de séjour et la manière dont elles souhaitent établir cette taxe de séjour. Témoignage un peu anecdotique, mais une location meublée touristique ou une chambre d'hôtel à 1 000 € paye une taxe de séjour de 5 €, pas plus. Il n'y a pas de progressivité et on est au maximum de ce qui est possible. Donc, c'est dire si ce n'est pas dissuasif et ce n'est pas à la hauteur du bien proposé en location.
La deuxième question que vous posiez dans ce volet sur la mobilisation du parc existant, elle était sur la vacance. Et vous nous interrogiez sur les différentes raisons qui conduisent des propriétaires à laisser un bien vacant. Alors, il y en a beaucoup, de la peur des impayés, de la peur de ne pas réussir à se défaire d'un locataire, au fait que le logement soit en mauvais état, qu'il ait une mauvaise étiquette énergétique, on y reviendra probablement tout à l'heure, ou alors à de la rétention pour échapper à la taxe sur la plus-value en cas de vente. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons différentes qui conduisent à la vacance. Mais nous, ce qui nous paraît important, c'est déjà de démythifier un peu la vacance, parce qu'il y a la vacance qui nous permet aux uns et aux autres de déménager, de vendre un logement. Et celle-là, elle est saine et elle permet le parcours résidentiel que vous voulez encourager ou fluidifier ou faciliter. Et quand on regarde les chiffres de vacances, on a coutume de dire que c'est autour de 7% de logements vacants qui permettent aux gens de déménager sans être bloqués. Ce qui fait que la plupart des zones tendues ont autour de 9% de logements vacants. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant de logements vacants à récupérer probablement que ce qu'on imagine souvent. Donc ça, c'est intéressant et important. Et récemment, il y a des fichiers qui ont été mis à disposition par l'État qui permettent de le confirmer avec les fichiers des logements durablement vacants qui sont disponibles pour chaque collectivité. Et c'est la raison pour laquelle, dans votre questionnaire, n'était pas présente la question des résidences secondaires. Alors, on s'est interrogé pour savoir si c'était tout à fait intentionnel ou si c'est parce que c'était pas immédiatement dans votre scope. Mais nous, il nous paraît que, pour les raisons que je disais tout à l'heure et en me basant sur le cas parisien, que ce qui serait intéressant, ce serait vraiment de traiter l'inoccupation dans son ensemble, c'est-à-dire vacances et résidences secondaires, et que les principaux leviers ils sont fiscaux, et que c'est en alourdissant la fiscalité sur à la fois les logements vacants et les résidences secondaires qu'on pourrait récupérer des logements pour loger des ménages à l'année. Et puis il serait sûrement utile de fusionner ces deux taxes pour qu'il n'y ait pas de jeu fiscale de la part des propriétaires qui souhaiteraient, pour des raisons X ou Y, se mettre plutôt dans un régime qu'un autre. Évidemment, toutes ces politiques sont à coupler avec les politiques incitatives existantes qui pourraient parfois être renforcées. Il y a un dispositif que vous connaissez probablement, Solibail à l'échelle nationale et Louer solidaire et sans risque à l'échelle parisienne, qui permet de redonner confiance aux propriétaires en l'incitant à transmettre au service de l'État ou d'une collectivité son bien, que ces derniers mettent en location pour 3 ans avec un engagement pour le propriétaire de récupérer son bien au bout des 3 ans. Donc ça, c'est susceptible de restaurer la confiance, et peut-être qu'il y aurait moyen de rendre ces dispositifs encore plus attractifs. Je finis en répondant à votre question 11 qui était sur la taxe sur la vacance. Le bilan, il est très positif de la mise en place et du renforcement ces dernières années de la taxe sur la vacance. Toutefois, on voulait toujours dans l'esprit de parler à la fois de la taxe sur la vacance et de la taxe sur les résidences secondaires, souligner que l'exemption des résidences principales et des résidences secondaires et des logements vacants aux exigences de la loi climat et résilience nous semble susceptible de poser problème à l'avenir. C'est-à-dire que c'est assez logique et de bon sens de se dire que c'est plutôt pour les résidences principales qu'il faut que les logements soient très performants techniquement et thermiquement, mais ça pourrait là aussi conduire à des propriétaires à proposer leur logement, soit à laisser leur logement vide plutôt que de les louer, soit à les louer en tant que résidence secondaire. Et on a vu à Paris les premières situations comme ça où des logements étaient proposés en location, mais en tant que résidence secondaire, les locataires étant en position de faiblesse, les étudiants notamment pouvant se retrouver devant des propositions de ce type de la part des propriétaires. Donc ces obligations climat et résilience, ce serait bien qu'elles s'appliquent à tout le parc. Et puis peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir des dispositifs pour limiter le nombre de résidences secondaires. Alors là, il y a beaucoup d'idées qui circulent, dont certaines ont été creusées par vos collègues de l'Assemblée ou du gouvernement, mais c'est vrai que on se dit c'est le moment pour répondre aux injonctions qui peuvent paraître contradictoires de transition énergétique et climatique et de construction, peut-être de passer d'une
d'une politique de protection du logement par rapport à d'autres usages à une protection des résidences principales et du fait d'utiliser ces logements pour loger des ménages à l'année. Voilà les éléments de réponse à ce volet de questions qu'on pouvait vous apporter. Je vais venir en rebond parler d'un travail qui a été mené à l'Institut sur cette question des logements passoires thermiques et de ce que l'impact de l'interdiction de leur location pourrait produire. On a, avec des collègues, travaillé à essayer d'estimer la ponction que ça pourrait représenter sur le parc francilien. Et donc, on est allé avec des données qui sont d'anciens DPE, mais qui donnent un premier aperçu. On arrive à 45% de logements à faible performance en Ile-de-France et ça monte à 55% dans le parc locatif privé. Et donc, si on écoute ce que vient de dire Stéphanie, ça vient faire peser une menace nouvelle sur cette offre de locatif privé qui, par ailleurs, recule. Et je voulais juste vous rappeler l'importance de cette offre dans les parcours résidentiels. Alors, on est en Ile-de-France, mais c'est 90% des étudiants qui viennent étudier en Ile-de-France se tournent vers le parc locatif privé. 80% des salariés en mobilité issus d'une autre région commencent par arriver dans un parc locatif privé. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'importance de ce parc pour l'attractivité de la région, mais comme cheville essentielle de la plupart des parcours d'arrivée dans la région. Et donc, si on enlève 55% de logements locatifs privés, on voit qu'on a ce recul de l'attractivité locative est un sujet qui préoccupe tous les acteurs et notamment dans la centralité francilienne. Ça peut augmenter leur rareté, la pression sur ce parc. Et effectivement, on se pose des questions sur les stratégies qui vont être celles des bailleurs face à ces nouvelles obligations, avec le risque d'augmenter les situations de location hors les clous, non hors légalité. Parce qu'il y a ceux qui vont suivre le jeu et qui vont soit revendre, soit trouver d'autres façons de louer légales. Mais il y en a beaucoup qui vont aussi s'exonérer de ces obligations et ça crée un appel d'air à des formes de location qu'on ne souhaite pas. Et en tout cas, en Ile-de-France, on connaît la pratique des propriétaires qui s'affranchissent assez facilement de la loi dans certains marchés. Pour avoir des ordres de grandeur, pour la seule ville de Paris, c'est 2/3 des logements qui pourraient être concernés par une interdiction de location à l'horizon 2034 et la moitié avant 2028 de ce chiffre, la moitié de ce chiffre 2028. Dans une de vos questions, vous demandiez pourquoi les bailleurs sociaux pourraient aussi être confrontés à un mur d'investissement par rapport à... Et donc, on peut aussi citer quelques chiffres sur ce sujet, puisqu'on a 29% du parc locatif social en Ile-de-France qui est considéré comme une étiquette E, F ou G. Et en effet, ça représente des sommes d'investissement extrêmement importantes pour les bailleurs franciliens. Prendre l'exemple des bailleurs franciliens et en effet quand on discute avec eux ils viennent vraiment à signaler la difficulté pour leurs équilibres de faire face à la fois à ces obligations légales et qui ont un calendrier qui est assez comparable à celui de certains projets en rue, donc ils sont engagés dans des calendriers d'obligations financières qui fait qu'effectivement ça vient peser sur leur capacité à mener l'ensemble de leurs projets de production. Par ailleurs, vous avez vu le contexte, je suis toujours sur le mur d'investissement des bailleurs. On a travaillé beaucoup sur les interdépendances de programmation entre les acteurs privés et les acteurs sociaux. Et la crise qui concerne l'ensemble de la production aujourd'hui vient aussi fragiliser la capacité de projet. Donc on peut vraiment parler d'un mur face auquel se retrouvent confrontés les bailleurs sociaux. Et je crois que les derniers scénarios qui sont proposés par la Banque des territoires annoncent une vraie chute de la production sociale en lien avec l'ensemble de ces enjeux d'investissement concomitants. Autre zoom que je peux vous proposer, je fais un peu un pas de côté, c'est sur la question de l'adaptation du parc aux besoins des franciliens. On vient de sortir une étude sur la demande locative sociale en Ile-de-France, dont vous savez qu'elle ne cesse de progresser. On arrive à 780 000 demandeurs et on observe toujours un décalage croissant entre le profil des revenus des demandeurs et la capacité des bailleurs à produire des logements qui correspondent aux revenus les plus sociaux. À ce titre, dans votre présentation, vous avez un peu semblé opposer le logement social et le logement des actifs. Or, dans nos travaux sur les travailleurs essentiels ou sur la demande locative sociale, le profil du demandeur moyen francilien, c'est essentiellement un salarié actif. J'ai plus les chiffres en tête, je pourrais les mettre en complément dans la note écrite qu'on vous enverra par la suite. Mais en Ile-de-France, la majorité des demandeurs, et je crois que c'est vrai dans beaucoup de territoires, sont des actifs en activité au même titre, enfin le même pourcentage d'actifs que dans l'ensemble de la population.
Et donc, ce que je voulais vous redire pour avoir quelques idées sur ce décalage entre ce que peuvent produire au regard de toutes leurs contraintes les bailleurs au regard de la demande, c'est qu'on a 72% des demandeurs en attente d'un logement social qui correspondent aux plafonds les plus sociaux, qu'on appelle PLAI, alors que dans la production, on est autour de 30%. Et donc, ce décalage commence à être ancien, il est récurrent. Et donc, il y a vraiment une difficulté à ce que les montages financiers que peuvent proposer les bailleurs répondent à la réalité des besoins qu'on peut mesurer avec les outils qu'on a pour les mesurer. Je pourrais revenir en rebond sur d'autres. Je sens que tu as... Sauf si... Le parc social, vous aviez aussi la question 13 qui traitait de la question de la sous-occupation du parc social. Le témoignage qu'on peut vous apporter, c'est qu'à l'échelle de la métropole du Grand Paris, alors c'est une échelle encore intermédiaire par rapport aux deux précédentes présentées, on a 20% des logements sociaux grands parisiens qui sont sous-occupés, c'est-à-dire qui sont occupés par un ménage qui compte un nombre d'occupants inférieur... il y a 2 pièces de moins que le nombre d'occupants. Donc, une personne seule dans un 3 pièces ou un couple dans un 4 pièces. C'est ce qu'on appelle la sous-occupation. À l'intérieur de ces 20%, il y en a 5% où on a des situations de sous-occupation encore un peu plus importantes puisqu'on a un décalage de 3 pièces par rapport au nombre d'occupants. Donc, vous avancez la question de la cohabitation intergénérationnelle. C'est une piste qui est intéressante. Il y a aussi tout ce qui permet de faciliter, encourager les échanges dans le parc social entre situations. Et c'est pas simple ou magique de proposer à une personne âgée, par exemple, qui désormais est seule alors qu'elle a été en famille dans un logement social, de changer de logement pour plus petit, parce que généralement, la personne tient à pouvoir continuer à recevoir ses enfants, à des meubles dont elle ne souhaite pas se défaire, est attachée à son quartier, j'aurais dû commencer par là, à ses sociabilités, c'est très important. Mais c'est vrai que dans l'optique de travailler avec le déjà là, réduire ces situations de sous-occupation peut être aussi un moyen de retrouver des marges de manœuvre, enfin un petit peu de marge de manœuvre. Et la loi prévoit déjà des mécanismes pour permettre à la personne de partir avec son loyer d'origine au mètre carré. Donc ça la rend systématiquement gagnante puisqu'à la fin, elle a moins de mètres carrés dans l'opération. Ça, c'était important puisque de manière assez contre-intuitive, mais quand on y réfléchit logique, plus ça fait longtemps qu'on est dans un logement, moins on paye cher. Et donc aller dans un nouveau logement social, souvent, c'était compliqué parce qu'on vous demandait presque plus cher pour moins de mètres carrés. Donc la loi y pallie. Mais c'est vrai que ce qui est bloquant, en tout cas dans les analyses qu'on a pu conduire à l'échelle parisienne ou grand parisienne, c'est que la taille des logements proposés reste petite. On propose à une personne seule un logement d'1 pièce, rarement 2 pièces. Et c'est vrai que ça fait un gap énorme entre la situation de départ et la situation d'arrivée proposée. Et peut-être que de manière dérogatoire par rapport à ce qu'on fait quand c'est des attributions de premier logement, quand on récupère un logement familial, peut-être qu'il faudrait s'autoriser un peu plus de souplesse pour déclencher ces déménagements qui ensuite valent la peine parce qu'on récupère un logement pour loger une famille. Alors, on ne ferait pas bien notre travail d'agence d'urbanisme si on ne soulignait pas que ces enjeux de sous-occupation du parc social, ils vont de pair avec des enjeux de suroccupation du parc social et que les situations de suroccupation sont plus nombreuses quantitativement que celles de sous-occupation. Mais c'est des histoires de vases communicants et traiter l'une peut permettre d'apporter des réponses aux situations de suroccupation aussi qui sont constatées. Je complète en montrant aussi toujours dans ce travail qui va être publié sur la demande sociale, on s'aperçoit qu'il y a eu une profonde transformation de la demande. En tout cas, en Île-de-France, elle émane essentiellement de personnes seules. Parmi les nouveaux demandeurs du parc, si on distingue les nouveaux demandeurs des demandeurs déjà logés par le parc social qui demandent une mutation. Et donc, la structure du parc qui est assez sous-représentée en petite surface jusqu'à présent n'était pas conforme à l'évolution des natures de ménages que le parc social doit loger. Et donc, elle est en train de se rattraper. Il y a un effort de fait sur la production de petites surfaces, mais on pourra là aussi donner des informations complémentaires sur ces dynamiques. Mais de fait, il y a une transformation démographique qui fait que les gens restent longtemps seuls et demandent un logement social, souvent en petits ménages. Et c'est plus forcément qu'un parc familial comme on a tendance à se le représenter. En tout cas, dans la métropole francilienne et sa densité.
crois que vous aviez prévu à peu près une audition d'1 heure. Ça nous semblait important d'avoir ces témoignages plus détaillés. Alors bien sûr, qui sont franciliens, on n'a pas pu mobiliser des agences dans d'autres territoires, mais il y a des travaux analogues, similaires dans d'autres territoires qu'on pourra vous transmettre. Peut-être pour terminer sur votre questionnaire et aussi en synthèse, quand même vraiment mobiliser les gisements déjà existants nous paraît être très important, et cette entrée par les parcours résidentiels, on a souvent trop d'entrées par la production. Sur les points que vous aviez soulevés aussi dans les dernières questions sur le vieillissement, il y a des dispositifs qui ont été mis en place avec ma prime ADAPT pour transformer les logements. Dans les agences, il y a beaucoup de travaux sur, au-delà du logement seul, sur les quartiers adaptés au vieillissement, pour plein d'autres critères d'accès à des services, à des espaces publics de proximité. Donc là aussi, peut-être changer d'échelle. Sur les questions d'emploi et logement, qui sont vraiment une vaste question, et notamment qui intéresse très directement Action Logement, oui, dans beaucoup de territoires, c'est un frein. Donc il y a l'exemple francilien, mais c'est aussi le cas dans des communes touristiques. Et peut-être au-delà aussi de l'emploi, nous travaillons beaucoup avec les associations de collectivités, mais aussi France Université et les ministères sur le logement des étudiants. Il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à accéder aux études du fait de la difficulté d'emploi. Donc, cette question d'adaptation logement et emploi, elle se pose notamment dans certains territoires avec beaucoup d'acuité, parce que ce sont des territoires qui vont avoir des projets de réindustrialisation. Donc, comment on adapte le parc de logements. Et il y a des exemples récents, par exemple, pour la difficulté d'accès des personnels soignants, de réservation de quotas qui ont été initiés par la PHP. Voilà, c'est un sujet en soi, mais qui est vraiment important. Peut-être un dernier point, vous aviez souligné aussi la question de l'accès à la propriété, de l'accession sociale notamment, et la question aussi des OFS-BRS. Alors c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé et sur lequel nous allons produire une note, alors qui n'est pas, qui est complémentaire de l'offre sociale en locatif, mais aussi de l'accession sociale, mais qui est intéressante par cette dissociation du foncier qui reste public et par des clauses antispéculatives, parce qu'il y a sans doute un enjeu à travers les nouvelles législations à une meilleure régulation du foncier et des effets spéculatifs. Donc on vous enverra ces travaux qui sont plus détaillés. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Moi, j'ai deux, trois questions. On peut aller un petit peu au-delà d'1 heure, hein, enfin, si vous êtes disponible, bien sûr. Moi, j'avais deux, trois questions. Parce que vous avez beaucoup insisté les unes et les autres sur la question ce que vous appelez le déjà là. Alors, ça fait un peu écho à une autre audition qu'on a faite avec le DHUP qui nous a beaucoup insisté. Moi c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, mais bon, après je suis un vieux productiviste, donc je reste quand même attaché à la production. J'ai du mal à voir la cohérence, parce qu'aujourd'hui, si je vous comprends bien, et puis si on a une pente qui est plutôt à la soustraction de logements existants du marché locatif classique, Airbnb, résidence secondaire, que si on regarde les incidences de la loi climat et résilience, notamment les obligations sur les étiquettes FSG, c'est une tendance qui va plutôt s'accentuer.
Et donc, remettre sur le marché du logement vacant ou du logement non utilisé pour de la résidence principale, c'est une ambition, mais pour l'instant, tous les indicateurs à horizon des 10 années qui viennent disent le contraire. On va plutôt aller vers du moins que du plus. Bon. Donc ça fait partie des chantiers sur lesquels on peut agir, mais puisque il y a beaucoup de franciliens, c'est pas pour concentrer le sujet sur l'Île-de-France, parce que autrement je vais... Mais c'est à titre d'exemple. Il fut un temps où on savait fixer, par exemple, quel était le point mort, ce qu'on appelait le point mort, c'est-à-dire le volume de logements qu'il fallait produire à démographie égale. Il fallait X logements neufs produits, enfin X nouveaux logements sur le marché produits chaque année pour maintenir la démographie, et que ensuite, face à la crise du logement, au nombre de demandeurs, à l'évolution de la démographie, à l'allongement de la durée de la vie, enfin bref, à toute une série de considérations, on fixait des objectifs quantifiés. Parce que nous, on aimerait bien quand même, déjà dans ce rapport, se mettre d'accord sur quel est le volume de logement que ce pays doit produire. Bon. Si vous écoutez, je ne vais pas trop révéler nos auditions précédentes, enfin, vous écoutez la DHUP, en gros, on vous explique que, bon an, mal an, si on remet sur le marché des logements existants, si on fait le déjà là, pour reprendre votre expression, on devrait s'en sortir avec la nécessité de produire n'est pas si importante qu'on veut bien le dire. Si vous écoutez tous les autres acteurs, ils vous disent le contraire. Alors, bon, quand c'est la Fédération du bâtiment, on voit bien pourquoi, mais encore que leur expertise mérite d'être entendue, mais quand on écoute les élus locaux, c'est pareil. Et puis si on regarde les seuls documents de planification qui existent, qui sont les PLH et les PLUH, et qu'on les compile, on arrive à 500 000 logements à produire par an, tels que les documents des collectivités les définissent. Et on n'en est qu'à la moitié, enfin, un peu plus que la moitié. Donc il y avait un vrai enjeu à se mettre d'accord sur les leviers. Alors j'entends bien ce que vous avez dit sur les meublés touristiques, sur les résidences secondaires, sur comment essayer par la fiscalité, par la réglementation, essayer d'inciter à aller plutôt vers du marché locatif classique que du marché de ce type. Ça, j'ai aucun doute, et on va en discuter dès la semaine prochaine sur la loi sur les meublés touristiques. Mais quand même, la question du point mort, la question de la production, et de l'équilibre dans cette production nouvelle entre ce qui existe et qu'il faut remettre sur le marché et ce qui doit quand même être construit, et me paraît être un sujet, mais j'aimerais bien avoir votre éclairage là-dessus. Ensuite, moi j'avais une question, alors qu'un peu décalée, mais vous êtes des agences d'urbanisme, et donc vous avez une visibilité sur ce qu'on appelle l'aménagement public. Est-ce que oui ou non, mais moi j'ai un prisme trop étroit pour avoir un jugement équilibré sur le sujet, mais est-ce que oui ou non il y a une crise de l'aménagement public? Est-ce que se crée beaucoup de ZAC, par exemple, public, ou est-ce que le syndrome du maire bâtisseur, maire battu se traduit, en plus de ne pas construire beaucoup de logements, par faire de moins en moins d'aménagement public, avec ce que ça veut dire l'aménagement public, c'est-à-dire que plus qu'un document d'urbanisme, c'est aussi le moyen d'avoir un projet cohérent, de faire des aménagements publics, d'avoir des espaces publics, enfin bref, de faire de l'aménagement. Donc peut-être que vous n'avez pas la réponse à la question, mais je cherche, enfin on cherche un peu à savoir s'il y a l'appétence pour l'aménagement. Est-ce que, à défaut d'avoir des maires bâtisseurs, on a des maires aménageurs, ou si ça va avec, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de maires bâtisseurs, de moins en moins de maires aménageurs, je sais pas, voilà. Et puis bon, pour l'instant, je m'en tiens là. J'avais une autre question, mais elle m'a échappé.
J'essaye une première réponse sur la question de la production nouvelle. C'est effectivement un cadre de débat sur combien faut-il produire. Récemment, l'USH a produit une étude assez fine qui cible à peu près 500 000 de mémoire. Et c'est sûr que il reste une nécessité de produire, même sur un territoire qui ne gagne pas de population. Il y a un besoin de renouvellement et donc de trouver des logements nouveaux. Cette préoccupation de dire il faut déjà valoriser l'existant ne dispense pas de construire, mais sans doute de construire différemment, notamment en mobilisant beaucoup plus des gisements fonciers qui sont plus complexes parce qu'ils sont dans le tissu urbanisé, dans les dents creuses, dans les surélévations, dans de la reconversion de bâtis. Donc, c'est une action d'aménagement plus complexe et qui est dans la dentelle. Et par rapport à la question de l'aménagement, grosso modo, les grandes collectivités sont plutôt bien armées. J'ai l'impression qu'elles continuent à des actions d'aménagement assez volontaristes. Quand même, depuis Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, il y a eu un vrai mouvement enclenché dans des villes moyennes qui ont trouvé aussi une autre attractivité. Et il y a un enjeu à trouver les outils qui vont bien d'aménagement dans les territoires détendus et dans ces centralités. Et c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire par la mobilité, par construire pas très loin des gares, utiliser les RER métropolitains pour en faire des supports de polarisation urbaine. La FNO a sorti un travail récemment assez fin qu'on vous laissera sur les centralités, comment on peut renforcer les centralités et les centres-villes. Et puis, et donc c'est aussi trouver des outils d'aménagement adaptés à ces territoires, d'une ingénierie d'aménagement d'agglomération moyenne ou de plus petites villes. Et puis il y a un autre gisement à mobiliser dont on est convaincu, c'est celui du périurbain, qui est là où il y a des enjeux aussi de densification et aussi peut-être pour trouver une vie de proximité plus riche dans le périurbain. Donc il nous semble qu'il y a un vrai enjeu d'aménagement des espaces périurbains qui soit peut se faire de manière très spontanée et désorganisée, soit a vocation à être organisé, accompagné par l'action publique, et c'est un autre métier pour accompagner des propriétaires individuels, à densifier intelligemment, à trouver un modèle économique pour que du démembrement de parcelles puisse permettre de densifier tout en étant à la juste distance du voisin, de permettre la réhabilitation de ce patrimoine, souvent passoire thermique. Il y a vraiment des modes d'aménagement un peu différents entre ces types de territoires, avec des solidarités à trouver et des nouveaux métiers. En complément sur ce dernier point et à partir de l'exemple du métro du Grand Paris Express qui représente quand même 68 nouvelles gares, 40 milliards d'investissements et 200 km de métro supplémentaires. Donc c'est vrai que il va provoquer... Enfin, on observe à la loupe les effets qu'il produit déjà depuis 2010, depuis que le tracé est connu. Et on voit notamment, pour répondre à votre question sur la crise de l'aménagement, que les effets qui sont produits quand on a des AC et des aménageurs publics qui interviennent dans ces quartiers ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont produits quand on a des évolutions au fil de l'eau par de la promotion immobilière privée tout à fait désorganisée. On n'obtient pas les mêmes rez-de-chaussée, la même animation en rez-de-chaussée. D'un côté, on a du logement en rez-de-chaussée, souvent un retrait par rapport à la rue, un petit peu d'arbustes ou je ne sais quoi, mais quelque chose d'assez cosmétique. Quand
quand un aménageur intervient dans une opération, eh bien, il veille à installer une animation en rez-de-chaussée, à gérer ce rapport à la rue. On a un réaménagement des espaces publics qui est financé généralement par l'opération. De plus en plus difficilement, malheureusement, le financement d'espaces verts, mais qui sont nécessaires parce que sinon on est face à des densifications qui sont fortes et les aménités du quartier ne changent pas. Donc c'est dur pour les habitants sur place. Donc on a toujours un aménagement de meilleure qualité quand on est avec des aménageurs publics, ce qui peut se passer. Enfin, nous, c'est ce qu'on a observé au travers de cet observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, c'est que parfois les choses sont financées et calculées sur des durées finalement assez courtes au regard du temps de la ville, et que ça conduit à créer des programmes assez denses et à rogner sur les espaces non rentables, espaces publics, espaces verts. Pardon, je vous coupe là-dessus. Vous avez une étude là sur les gares du Grand Paris, parce que, bon, c'est quand même... je ne crois pas me tromper en disant que c'est le plus gros investissement public national. Hein, donc, au-delà du fait que c'est en Île-de-France, hein, enfin, la SGP dit même européen, voire mondial. Bon, Europe, enfin, mondial, je ne sais pas, européen non plus, mais enfin, en France, c'est sûr. Et moi, je suis toujours frappé de voir que d'abord, il y a peu d'aménagement public, enfin trop peu d'aménagement public autour de ces gares, et puis surtout, c'est que toute la valorisation foncière créée par ces gares a été captée par le privé. Et ça, c'est un scandale. Enfin, et donc, si on pouvait s'interroger sur, à travers cet exemple, sur ce que pourrait être une politique foncière qui ne laisse pas se privatiser les valorisations foncières créées par l'investissement public. Bon, là, c'est caricatural, c'est des métros, donc il n'y a pas plus grande valorisation foncière. Mais partout en France, et dans toutes les villes de France, il y a dans des endroits des investissements publics qui sont des écoles, qui sont des aménagements, qui sont des nouvelles places, qui sont des équipements, enfin peu importe, qui créent de la valeur et qui une valeur qui revient jamais, qui est jamais socialisée et qui est de l'enrichissement sans cause. Voilà, et qui n'aide pas à faire de la ville un peu moins dense et un peu plus équilibrée entre le logement privé, le logement social. Et ça. Moi, je suis vert de rage de voir, moi qui suis député d'un territoire, un des territoires les plus pauvres de l'Île-de-France, je suis terrifié de voir que les gens qui font fonctionner Paris intramuros au quotidien vont pas bénéficier de logements à proximité, qui vont être encore obligés de s'éloigner un peu plus. Enfin, c'est dramatique. Voilà. Enfin bon, je donne un avis là. Je me mets à votre place. En rebond sur ce que vous dites et pour conforter ce que dit Stéphanie, c'est vrai que l'importance d'avoir un outil d'aménagement sur ces tissus pavillonnaires sur lesquels on n'a pas pris l'habitude d'avoir une intervention organisée, c'est que quand on ne le fait pas, alors là, toi, tu prenais l'exemple aménagement public, aménagement privé, mais il y a aussi là où on n'a pas de projet et où la densification, elle se fait de manière... Et vous connaissez le territoire qui connaît ça, où les dynamiques spontanées se font par des marchands de sommeil. Enfin, c'est aussi dans le pavillonnaire, quand on n'intervient pas, il y a aussi une densification qui n'est pas souhaitable. Et donc, c'est vrai qu'on a l'exemple en Ile-de-France de la CIFAE, qui est un outil à la fois Action Logement et PFIF, pour se donner une compétence d'ensemblier ou de travail sur le tissu pavillonnaire. Et je rejoins vraiment ce qu'ont dit mes collègues sur la nécessité de se doter d'outils qui, pour l'instant, peut-être n'existent pas, d'ensemble d'accompagnement de ce tissu qui va être soumis à de fortes pressions, à de forts désirs, à de forts fantasmes et à des mutations qu'il serait bon d'accompagner. Je vais aussi profiter du moment que j'ai la parole pour cette question du combien. Donc là, nous, on vient de terminer l'exercice du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Enfin, il va être soumis au vote le 30 novembre. Et donc, on n'a pas à se poser en Île-de-France la question du combien, parce que c'est la loi qui nous le fixe. La loi du Grand Paris dit en Île-de-France, c'est 70 000. Pour autant, on a à comprendre ce qu'on peut mettre derrière cette quantité. Et je voulais vous alerter, enfin, en tout cas, signaler une chose, c'est que vous parlez du point mort. Alors, le point mort, pour nous, c'est un petit peu ancien
comme façon d'aborder les choses. Et puis on voit bien qu'en Île-de-France, la question de la démographie, qui était jusque-là notre argument fort pour justifier de besoins en logement, n'est plus le seul argument, puisque nos démographes ne nous prédisent plus une aussi forte croissance démographique que par le passé. Elle pourrait même être divisée par 2 à l'horizon 2030. Et pour autant, on ne considère pas que parce que cette démographie va avoir ce ralentissement, il faut que la production de logements connaisse le même chemin, puisqu'il y a à la fois toujours cette question de la disparition de logements qu'on va recycler, qu'il faut bien compenser. Donc on estime que 17 000 des 70 000 logements vont être construits pour remplacer des logements qui vont disparaître. On était à 35 000 logements pour accueillir cette croissance démographique, on n'est plus qu'à 28 000. Et pour autant, on arrive encore à justifier, en tout cas pour les 6 ans qui viennent, un horizon de 70 000, en considérant qu'il y a au moins 25 000 logements à faire par an pour améliorer les conditions de vie des Franciliens, pour permettre des décohabitations, puisque sur la demande sociale dont je parlais tout à l'heure, plus de la moitié des ménages demandeurs se déclarent hébergés. Donc il y a une possibilité de création de ménages qu'il faut accompagner, et c'est pour ça qu'à côté de cet objectif de 70 000, le SRHH annonce, et le SDRIF annonce une ambition de 2/3 de logements abordables, parce que ce n'est seulement qu'à la condition de faire ces logements sociaux et abordables que ces 70 000 auront une chance de produire les effets qu'on attend d'eux. Merci déjà pour toutes vos observations. J'avais une question, puisque vous l'avez un peu pointé du doigt, et quelque part, c'est ce qui, à mon avis, peut peut-être répondre au parcours résidentiel. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils d'aménagement, mais qui sont peut-être trop complexes à l'échelle des collectivités pour pouvoir en faire usage, trop complexes d'un point de vue technique, trop complexe d'un point de vue du temps qu'il faut y consacrer pour pouvoir le mener, et du temps encore en plus pour concrétiser ce à quoi on a réfléchi. Et par rapport au fait qu'on change d'échelle, dans le sens où il va nous falloir aborder la qualité pour que la production qui est réalisée colle le plus aux besoins du territoire, quels sont quand on parle de ZAC, souvent on parle d'un site, et aujourd'hui on se rend compte que finalement, pour qu'on arrête de déconnecter la production de logements des enjeux d'un territoire qui peuvent être sur le domaine économique, sur le domaine des services, sur le domaine des populations à accueillir pour pouvoir apporter ces services, parce que dès lors qu'on a par exemple un vieillissement de la population, ça signifie plus de soins à domicile et donc plus de personnes pour pouvoir les mener, à condition qu'ils ne soient pas le plus éloigné des services qu'on attend. Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir sur justement des outils d'aménagement multisite à l'échelle d'une commune bien plus pointus qu'aujourd'hui on ne peut l'avoir, puisque finalement, lorsqu'une commune désormais se penche sur son PLU, c'était jamais suffisamment affiné, où on mettait du 1 AU, du 2 AU, et puis après avec un objectif de temps de logement à l'hectare, mais jamais de savoir quel logement pour quel public, pour que justement je puisse répondre aux enjeux de mon territoire. Et aujourd'hui, avec l'incitation à faire du PLUI, moi je le vois à travers le PLUI qui est en cours sur l'agglomération de Saint-Brieuc, PLUI pour 32 communes qui vont de 800 habitants à 50 000, avec pas forcément les mêmes enjeux. Un bureau d'études privé qui, par son contrat, ne l'oblige plus à aller rencontrer la population, puisque dès lors qu'il a rencontré ces 32 maires, il considère qu'il a fait une concertation. Quand les maires peuvent se déplacer, c'est leur adjoint. Quand c'est pas l'adjoint, c'est le technicien. Et finalement, on se retrouve avec des documents d'urbanisme menés par des techniciens sans aucune concertation. Et la concertation se limitant à 4 demi-journées fixées par le bureau d'études pour des habitants, 150 000 habitants. Et il considère que parce qu'il y a eu une vingtaine de rendez-vous, la concertation peut avoir lieu. Et là, on rentre en totale déconnexion avec les besoins d'un territoire. Et plus personne ne se saisit de ces outils pour mener des projets de territoire. Car moi, je considère que ces documents d'urbanisme doivent être des outils avant tout. Mais des outils, pour qu'ils soient le plus efficaces, nécessitent parfois, comme vous l'avez dit, avec une ambition, des outils faciles qu'une commune peut prendre pour avoir une vision multisite sur je veux y coller du service. Et donc, avec les mutations qui peuvent avoir lieu, ça le dépasse. Lorsque vous avez
un CU qui arrive et donc avec une obligation pour la commune de répondre assez rapidement, je peux vous dire que la majeure partie des communes, parce que 80% des communes sont de moins de 1000 habitants, ne se saisissent pas de ces moments-là pour avoir cette réflexion sur comment je fais pour répondre aux besoins de ma population, parce que j'ai pas d'outils simples. Ou alors, on va me mettre une usine à gaz qu'il nous faudra 2 mandats pour le réaliser, et pendant cela, on n'aura pas résolu, notre école sera fermée, on n'aura pas saisi l'opportunité d'accueillir une entreprise puisqu'on n'avait pas la capacité de produire des logements. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a vraiment une réflexion pour avoir des outils malléables à mener aux collectivités, mais suffisamment pertinents pour répondre aux enjeux auxquels on a toujours répondu en deçà? Je vais me permettre une minute corporate sur l'ingénierie territoriale et la nécessité, en tant que parlementaire, que vous souteniez l'appui à l'ingénierie territoriale de proximité, dont celle des agences d'urbanisme, qui puissent accompagner les collectivités dans la durée, et pas un one-shot venu de l'extérieur, mais un travail au quotidien avec les élus locaux, de connaissances, de construction de projets, de mobilisation des acteurs. Donc il faut soutenir les agences d'urbanisme, mais pas que. Il y a d'autres outils, les CAUE, toute l'ingénierie de proximité qui a quand même plutôt n'a pas été trop soutenue ces temps-ci. Donc si vous ne pouvez pas faire passer le message, on veut bien vous y aider. Sur les outils quand même mobilisables dans le cadre des PLUI, il y a quand même tout ce qui peut être fait à travers les OAP, qui est un outil assez plastique qui peut permettre d'identifier dans tel secteur des objectifs de telle production de logements ou qu'on n'utilise sans doute pas assez, mais là aussi c'est encore une dimension d'ingénierie. Et puis c'est vrai que les PPA ou les GOU sont quand même des grosses machines, mais il faut sans doute revisiter, modifier les ORT qui sont aussi les opérations de revitalisation territoriale, qui sont quand même des outils assez plastiques, qui ont aussi la capacité à mobiliser des acteurs publics, voire des privés, qui ont été pas mal utilisés d'ailleurs dans Action Cœur de Ville comme moyen de mobilisation, et notamment dans des territoires qui ne sont pas tendus, mais pour trouver des occasions de création de valeur. Et il suffirait peut-être pas de grand-chose pour faire évoluer l'outil, pour qu'il soit plus multisite. Il y a beaucoup de choses en tant qu'outil de l'aménagement, beaucoup qui sont sous-utilisés. Donc, c'est peut-être bien d'étudier comment certains peuvent évoluer sans trop de changements. S'ils ont déjà commencé à percoler, je pense qu'il y a aussi chez les élus locaux un peu une impression que beaucoup d'outils nouveaux leur arrivent sans avoir eu le temps de s'approprier un certain nombre d'existants. Merci. Monsieur, vous avez une question ou... Oui. 2-3 petits points, je ne vais pas trop rallonger les débats, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes. Alors, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en accord, mais il y a une petite partie avec lesquelles je suis en désaccord aussi. Je vais venir un peu là-dessus. Sur 3 points rapides. Premièrement, sur le fameux « déjà là », j'aime bien aimé l'expression d'ailleurs. Alors, autant j'y crois, et me paraît nécessaire et possible sur les zones déjà urbanisées, vers le périurbain, parce qu'on a la surdensité, on a les friches, on peut avoir les zones commerciales, on peut avoir tout ça. Autant à un moment, beaucoup de Français, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur petit lopin de terre, leur petite maison individuelle, etc. Parce que j'étais contre la suppression du PTZ d'ailleurs pour les maisons individuelles. Je crois qu'on ne peut pas empêcher ça. C'est-à-dire, autant il faut lutter contre les villes tentaculaires pour reprendre vers Rennes, autant il faut garder quand même cet aspect, cette possibilité. Et aussi sur les limites de la rénovation. C'est-à-dire que quand vous êtes, je prends un exemple très concret, dans les petits villages du Var, vous avez des très étroites, 3 niveaux ou 4 niveaux, trucs très étroits, quand vous avez la moitié qui sont pourris, vous interrogez tout le monde, on ne peut pas rénover. Il faut en prendre 3, il faut tout casser, il faut tout remettre.
ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est quasiment le seul moyen de pouvoir refaire quelque chose de propre et de pouvoir arrêter justement avec les marchands de sommeil, les trucs dans les villages. Donc, si vous pensez, est-ce qu'il n'y a pas des limites à un moment aux tout rénovations, notamment dans les centres? Troisième point, un point de désaccord, c'est la propriété, c'est important quand même. Foutons la paix aux propriétaires. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites que les DPE s'appliquent aux résidences principales, quasiment. Non, à un moment, voilà quoi. Y compris, c'est d'ailleurs un de mes points d'opposition avec la proposition de loi qu'on va examiner la semaine prochaine, c'est que les propriétaires, ils sont chez eux, quoi. Et ils ont intérêt à faire leur diagnostic et ça, parce que c'est eux qui payent leur économie, mais ne leur mettons pas des réglementations. Et dernier point, je suis d'accord avec vous sur il faut redonner, en effet, sur ce thème-là, de l'intérêt au locatif non meublé de long terme. Mais, petit point, est-ce qu'il faut rendre moins intéressant le meublé de court terme ou est-ce qu'il faut rendre plus intéressant le locatif non meublé de long terme? Vers à moitié plein, voire à moitié vide. Voilà. Il y aura plein d'autres choses, mais en tout cas, merci, c'était très intéressant. Je vais laisser Stéphanie compléter parce qu'ils viennent de travailler là-dessus, mais en fait, le propos, il me semble, qui sort des études récentes sur cette question du statut du bailleur privé, c'est plutôt d'une harmonisation. Parce que pour l'instant, il y a des statuts favorables qui n'ont pas de raison de l'être et qu'au moins la fiscalité favorise l'occupation en résidence principale. Voilà, je crois que c'est un consensus qui se dégage, mais je vais peut-être te laisser... C'est effectivement le sujet de ne pas désavantager certains statuts qui ont un apport collectif peut-être plus important et une sorte de mission d'intérêt général remplie plus important que quand on est quand on loge un ménage à l'année par opposition à accueillir un touriste quelques jours par an. C'est effectivement le point de vue d'une agence d'urbanisme qui défend l'intérêt général, puisque, comme vous, on comprend bien que les propriétaires jouent un rôle important pour loger les ménages et le parc locatif, en particulier à Paris, il est décisif pour accueillir les nouveaux venus et l'idée n'est pas de stigmatiser tous les propriétaires. Il se trouve que ces dernières années, ce qui s'est développé, c'est la multipropriété, c'est-à-dire il y a une fraction des ménages qui ont beaucoup de logements, plusieurs logements, et c'est cela qui déséquilibre le jeu et qui font que d'autres n'en ont pas du tout. Et comme vous le disiez, c'est une aspiration classique, on peut nous vanter par A plus B que c'est intéressant d'être locataire, que c'est plus souple, etc. Mais globalement, quand on fait des calculs, on a toujours plutôt envie d'être propriétaire pour plein de raisons différentes. En tout cas, c'est assez fréquent et on le comprend bien. Et ça commence à être un peu compliqué pour les générations actuelles, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes situations. Il faut aligner de plus en plus d'années de salaire pour pouvoir devenir propriétaire, et c'est notamment lié au déséquilibre introduit dans le jeu par des ménages qui ont patrimonialisé, et ils en ont tout à fait raison, et ils l'ont fait parce que c'était possible, mais peut-être qu'on peut s'interroger sur cette situation et rendre les choses un peu plus compliquées et valoriser un usage de logement et pas seulement le fait de détenir un logement. Merci. Allez-y. Je voulais juste répondre à la question de l'évolution des centralités et de la réhabilitation. Au-delà de la réhabilitation, c'est travailler dans les tissus urbanisés, mais justement, vous avez raison, en prenant l'exemple de village du Var, dans certains endroits, il faut peut-être dédensifier, faire un îlot de verdure à la place d'un îlot bâti dégradé pour redonner de la valeur autour, limiter. Alors après, on arrive effectivement au modèle économique, notamment de renaturation, de création des espaces naturels ou publics, mais c'est aussi un enjeu d'adaptation au changement climatique. Et il ne faut pas croire que dans les agences d'urbanisme, on prône la densification seulement à tout crin. On essaye de formuler ça sous le vocable d'intensification intelligente. Et ça suppose de la finesse, travailler dans la dentelle.
Merci. Bon, on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant. Enfin, on est, je crois, tous très contents de votre présentation. On est preneurs d'un certain nombre de documents. On n'exclut pas, éventuellement, au fur et à mesure de nos travaux, éventuellement de revenir vers vous sur des précisions. On devrait aborder un des sujets que vous avez évoqué assez rapidement avec la loi sur les meublés touristiques. On verra ce qu'il en sortira. Et peut-être que notre rapport pourra faire l'impasse sur ce sujet ou pas. Je pense qu'il faudra quand même en parler. Mais voilà. Peut-être avec nos élus qui auraient un autre angle d'attaque. Oui, d'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup.